Moi, j'étais dos aux vagues et je vois Martin qui écarquille les yeux, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tout d'un coup, j'entends un bruit, puis il y a une vague qui passe par-dessus les panneaux solaires, elle devait être à la hauteur de la Baume en fait. Elle nous a recouverts d'eau. Nous, on était du coup trempés jusqu'aux os et en Afrique du Sud, l'eau elle est pas chaude, il fait pas chaud, le soleil venait de se coucher, on était grelottants, t'as un peu la peur aussi qui te rajoute un peu du pas bien. Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Feu vert, c'est parfait. Eh bien, écoute, bienvenue Claire au micro des Frappés. Je suis super content de te recevoir sur le podcast. Et puis, comme je te disais, c'est assez marrant. Alors, parfois, on me le dit, des copains qui me disent c'est rigolo de t'appeler au téléphone parce que je viens d'écouter un podcast et donc d'entendre ta voix. Bah là, moi, c'est pareil. J'ai terminé hier soir, pour tout te dire, Seul en mer, ton documentaire. Et je me suis absolument régalé, mais du coup, c'est vrai que c'est toujours rigolo après d'entendre la personne en live, en vrai, quand on a consommé pas mal de contenu où on entendait sa voix. Donc, bienvenue Claire sur Les Frappés. Merci Loïc, ça me fait super plaisir d'être là. Donc Claire, tu es actuellement dans les Alpes en France, mais tu es d'origine canadienne. Tu es né, tu as grandi au Québec. Et tu as pas mal bourlingué déjà. Et donc, je disais, moi, j'ai vu ton film qui est disponible en ligne pour tout le monde. Il y a le lien en description de l'épisode. Alors, il y a la bande-annonce sur le site des aventuriers voyageurs. Je ne sais pas si le film complet est disponible. Il était disponible, mais j'avoue qu'il faudrait que je refasse un petit check pour voir parce qu'on m'a déjà dit que l'adresse n'était plus la bonne, donc faut que je revérifie ça. Bon, en tout cas, s'il est disponible, vous avez le lien tout de suite en description de l'épisode. Mais voilà, ce film que tu m'as gentiment envoyé pour que je puisse préparer notre échange, il raconte une de tes aventures en particulier, une aventure en solitaire alors Madagascar, Afrique du Sud. Je sais pas où tu dirais que ça. Afrique du Sud, c'est le vrai départ, même si le bateau tu l'as acheté à Madagascar. C'est plutôt. Le bateau, je l'ai acheté en Afrique du Sud, donc c'était juste à la limite entre Mozambique et l'Afrique du Sud. Et j'avais commencé l'aventure du film à Madagascar, vu que c'était quelque chose qu'on s'était dit avec les aventuriers voyageurs qui serait intéressant à montrer. Vraiment un peu de pas arriver brusquement, j'ai acheté le bateau, mais plus venir, puisque ça faisait 2 ans et demi que je naviguais. Comment ça m'était venu un peu l'idée, et un peu l'avant, un peu l'après. Il y a pas trop l'après dans le film pour le coup, mais un peu l'avant de tout ce processus. Donc je l'ai acheté en Afrique du Sud, le bateau. Ok, excellent. Et à Afrique du Sud, je dirais que le départ de cette aventure, ça a vraiment été l'Afrique du Sud. C'est là que ça a fait un clash avec l'histoire d'avant. Et qu'en Afrique du Sud, j'ai vraiment suivi cet appel que j'avais toujours eu, en fait, de me dire, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un avion? Est-ce que je rentre à la maison? Est-ce que toutes mes affaires, est-ce que je les mets dans un convoi? Est-ce que je vais faire du bateau stop? Qu'est-ce que je fais? Et c'est assez marrant parce que ça, j'en parle pas dans le film. J'avais un ami qui était dans une autre marina en Afrique du Sud. Un très bon ami, Marcus Pukkonen, un Canadien qui a fait le tour du monde sans du tout utiliser de moteur ou de moyens motorisés, même pour arriver dans les ports. Souvent, il avait construit des pagaies pour emmener son petit bateau dans les ports. Il avait fait une grande partie de son tour du monde aussi en vélo, en marchant, en canoë. Bref, il a trouvé tous les moyens pour le faire. Et c'est quelqu'un qui avait toujours cru en moi, c'est un bon ami. Et un jour, il savait ma situation. Moi, j'étais partie me poser pour réfléchir à ma vie, faire un peu de montagne et tout. Et il m'envoie un message, il me dit « Claire, faut que tu reviennes, là, il y a ce bateau. Il est trop beau, il est à cette marina, t'as dû le voir, il est à vendre. Moi, il est trop gros pour moi parce que je peux pas ramer avec, mais pour toi, il est parfait. » Et du coup, l'idée fait son bout de chemin et au début, je me dis « Ah, c'est vrai que j'ai toujours rêvé de faire du solitaire et tout. » Mais à cette époque-là, au moment que je réfléchissais, je savais pas encore que j'allais faire du solitaire.
mais je voulais un bateau. Et c'était toujours quelque chose que j'avais vraiment voulu. Et il me dit ça, il insiste un petit peu, j'en parle à mes parents me disent attends un petit peu. Et pour l'anecdote, quand j'avais 18 ans, je voulais faire le tour de l'Atlantique à la voile. Et j'avais un ami qui avait un 28 pieds. Et mon père m'a dit non, vous faites pas ça sur un 28 pieds, minimum 30 pieds. Donc c'est une information qui était restée dans ma tête. Et en Afrique du Sud, du coup, ce bateau-là fait 32 pieds. Donc je me dis, bon, 32 pieds. Mes parents, au début, me disent, bon, il fait 32 pieds, ok, mais attends un petit peu, c'est peut-être un peu tôt et tout. Et bon, je venais quand même de passer 2 ans et demi à bourlinguer entre l'Australie, l'Afrique du Sud, à faire l'océan Indien, à faire un petit peu tout ça. L'océan Indien qui est réputé pour être un océan assez capricieux, assez compliqué, parmi tous les océans à traverser. Mais j'étais en confiance et j'ai pas lâché l'affaire. Et de l'autre côté, j'avais Marcus qui me disait Claire, faut que tu viennes voir le bateau et tout. Et du coup, je me dis bon bah je remonte voir le bateau. Et là, je reçois le plus beau message que je pouvais recevoir de la part de mes parents, c'est-à-dire bon vas-y Claire, on te soutient là-dedans, on te soutient dans ce projet. Mentalement, on est derrière toi. Et là, ça m'a mis la petite larme à l'œil. J'étais dans ma voiture de loc en train de remonter pour voir ce bateau et je me dis bon, ok, faut que j'y aille. et là, j'arrive à ce bateau-là et là, c'est bon. Tu vois, quand tu sais que t'as ce petit truc en toi qui dit mais c'est la bonne direction, vas-y, que tout s'aligne. Et bah, chanter ce truc. Et quand je suis dans cet état-là de vouloir un truc, bah c'est un peu, je suis inarrêtable en fait. Je vais y aller quoi. Je vais faire tout ce qu'il faut. Et j'arrive à la marina, je rencontre le gars, il me dit ouais, je suis pas sûre et tout, si je veux le vendre. Il y avait rien d'officiel en fait, c'était du bouche à oreille. Et moi j'étais mais je veux ce bateau en fait, il est trop bien, il est petit mais il est costaud, il est fait pour traverser les océans, il est fait pour se retourner et se remettre et qu'il n'y a rien de bougé. Et je voulais ce bateau là. Et là dans la marina, le mot commençait à se faire savoir que je commençais à être très intéressée. Et tout le monde venait me voir, me disait « Ah ouais, mais moi aussi, je pense à l'acheter. Ah ouais, mais tu sais, moi aussi, je pense à l'acheter. » Bref, il y avait 5-6 personnes tout d'un coup qui étaient intéressées par le bateau. Et il a fallu qu'en 12 heures, je donne ma réponse et que je dise au gars « Je te l'achète, voici les sous. » Voilà. Parce que sinon, quelqu'un d'autre allait l'acheter, quoi. C'était un peu la course. Excellent. Ouais. Excellent. Et donc, c'est comme ça que tu as fait l'acquisition de Eskimos. Eskimo, ouais, c'est comme ça que j'ai fait son acquisition. Ça a été un peu rapide, mais je savais que c'était le bon et j'ai jamais regretté d'avoir acheté le bateau. Génial. Alors avant ça, Claire, parce que tu te disais, tu avais déjà, avant de prendre le départ depuis la Nouvelle-Zélande, tu avais déjà pas mal voyagé auparavant, l'océan Indien, tu l'as mentionné, mais je sais qu'il y a eu d'autres choses aussi. Si on fait un peu un rétro-pédalage, ça a été quoi ton rapport à la mer plus jeune pendant ton enfance? Dans quel cadre est-ce que tu t'as grandi? Alors, moi, j'ai vécu toute ma vie au Québec. Mais j'ai été mise sur un bateau, je pense que je venais de sortir du berceau en fait. Mes grands-parents, ils étaient du côté de mon père, ils habitaient en Bretagne et c'était des fanas de voile. Et mon grand-père, c'était un fanat de voile, mais un fanat de voile qui va te dire que sous ses fesses, il sent que le bateau a accéléré ou a ralenti, qui peut aller aux instruments, traverser vers l'Angleterre, qui va faire un peu de régate, mettre sur les réglages fins. Vraiment un amoureux de la voile, pour la voile, ce que c'est la voile pure, un vrai puriste, on peut l'appeler comme ça. Et du coup, toute petite, on m'a mise sur des bateaux. Quand t'as 3 ans, tu sais pas trop ce que tu fais. Hein. Et après, tous les étés, en fait, je passais mes étés en Bretagne. Mes parents nous envoyaient en stage chez les grands-parents. Et les grands-parents, c'était marée basse, quand il n'y a pas d'eau. On peut faire ce qu'on veut sur Terre. Mais dès qu'il y a de l'eau, en fait, c'est pas le choix, faut être sur l'eau. D'accord. Vous choisissez ce que vous voulez. Vous prenez une planche à voile, vous prenez un optimiste, vous prenez un laser. Avec les copains, en fait, sur là où est-ce qu'on habitait, on avait tous les types de bateaux disponibles. Pour nous, on était un camp de vacances à 3 familles, en fait. Et du coup, on passait du temps sur l'eau et pour s'amuser, sans objectif. Les bateaux mouillage, c'était nos bouées. Donc, je m'excuse d'avance pour tous ceux dont j'ai rayé avec mon mât l'anti-fouling ou que j'ai foncé dedans. Et voilà, et j'ai commencé la planche à voile, j'avais 5 ans. Ah ouais, waouh. Ouais, l'optimiste, pareil. Et mon oncle et ma tante se sont bien chargés de nous apprendre à faire de la voile. Et voilà, petit à petit, tous les étés, je continuais à faire de la voile. Quand j'étais plus petite avec mes parents, quand j'avais 9 ans, ils ont acheté un bateau et ils nous ont offert, je pense qu'un des plus beaux cadeaux qu'on peut avoir en tant qu'enfant, c'est partir à l'aventure et découvrir le monde pendant 2 ans. On a fait l'école à la maison, on est parti du Québec, on a traversé le canal de Panama et on s'est rendu jusqu'en Nouvelle-Calédonie.
Et voilà, c'était impressionnant et j'avais toujours ma planche à voile avec moi. Dès que je pouvais, je la mettais à l'eau, j'allais faire de la planche. Et après, on est resté en Nouvelle-Calédonie pendant 8 mois parce que c'était parfait pour apprendre le kite. Donc après, mon frère et moi, moi j'avais 10 ans, mon frère en avait 9. Et ben, ils nous ont mis au kite. Et à 10 ans, on tirait des bords, on faisait du kitesurf super bien, quoi. Donc en tant qu'enfant, c'est génial comme enfance. Et Vous après, étiez à Nouméa, du coup? ouais, on était à Nouméa. Génial. Et on allait à l'île au Maître pour faire du kite, Ok, si tu connais. Ouais, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, en fait. Ah bon, Pendant voilà. moins de 10 ans. On était à Excellent. Porte du Sud. Ok. Exactement. Ah là là. Mais un paradis. Mais après, bon, chaque beau rêve comme ça a une fin. Et mes parents, la réalité les a rattrapés. Fallait retourner travailler. Donc on est retourné on a vendu le bateau. Ils ont vendu le bateau plutôt. On est revenu au Québec. Et là, pour moi, c'était un clash. On est revenu vivre à Montréal, en ville. T'es complètement en décalage avec les enfants de ton âge. Parce que toi, t'as vécu des choses assez extraordinaires qui t'ont fait grandir d'une manière que tu peux pas partager avec les enfants qui ont le même âge que toi parce qu'ils ont pas vécu ça. Et que moi, j'avais qu'une envie, c'était de retourner en bateau. J'avais une envie, c'était j'aimais bien le mode de vie, en fait. Mais ça a pris du temps et mes parents, ils ont racheté un bateau des années plus tard. Mais on n'est jamais reparti en grand voyage parce que voilà, fallait travailler, nous fallait qu'on finisse les cours et tout. Mais voilà, je m'étais toujours dit, moi, j'aurais un bateau avant d'avoir un appartement. Et ton frère, par curiosité, c'était la même chose? Non, c'est assez ça qui est intéressant, on va dire, si c'est une étude de cas social, c'est qu'on est complètement différents. Et il a beaucoup aimé, hein, mais il avait à la base un peu peur de l'eau. Il est très fort, hein, il fait du kite, il fait de la voile, il fait tout, mais non, ça, il a pas suivi le même chemin. Lui, il était très bien. Ça a plutôt fait l'effet inverse. Il préfère rester chez lui. On va dire ça comme ça. D'accord, ok. C'est marrant, hein, comme quoi dans la même fratrie, avec peu d'écart, même expérience d'enfance, on peut avoir des affinités différentes. Exactement, une question de personnalité, je pense. Ouais. Voilà. Ok, donc vous rentrez au Québec après 2 ans de voyage et quasiment 1 an en Nouvelle-Calédonie, paradis sur terre, je suis d'accord avec toi. Là, toi, ton frère et toi, vous avez une scolarité classique, on va dire. Vous allez, vous partez pas dans du sport, tu vois, en France on a les sports-études, etc. Vous restez dans une scolarité normale, classique, sans sport particulier. Ouais, on reste dans oui, on reste dans un truc classique. Moi, il y a une époque parce que j'ai voulu faire de la voile en compétition. On est allé à la réunion d'information avec mon père et vu le prix que ça coûte faire de la compétition à la voile, mon père, il m'a laissé le choix. Il m'a dit, mais c'est soit tu viens en vacances avec nous faire du kite, soit tu fais une croix sur les vacances de kite et tu fais de la compète. Il dit, on peut pas tout faire. Et j'ai dit, je préfère les vacances de kite. mais voilà, on a toujours continué de faire de la voile. Toutes les vacances, c'était pour aller faire du kite. Après, quand ils ont racheté un bateau, le bateau, il était à Québec. Du coup, on allait souvent à Québec faire de la voile. Un peu plus tard, ils l'ont descendu. Je les ai aidés à le convoyer sur la côte est américaine pour le descendre aux Bahamas parce qu'après, ils ont passé beaucoup de temps aux Bahamas. Mais après, j'ai été monitrice de voile. Ça, c'était ma manière de ramener la voile un peu là-dedans. Donc, c'était mon boulot d'été pendant 4 ans. J'enseignais la voile. Les plus jeunes, ils avaient 4 ans. Les plus vieux, ils devaient avoir 50 ans, quoi. Donc, c'était un chouette mixte. Et oui, après, une éducation normale. Moi, j'ai pas été à l'université. J'ai voulu à un certain moment en nutrition, mais cette volonté de toujours performer scolairement, c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais pas passer toutes mes journées dans les bouquins. Je voulais aller faire du ski, je voulais aller faire du ski de rando, je voulais aller marcher, je voulais m'entraîner. Je faisais beaucoup de triathlon, de course à pied dans le temps. Et mes parents, ils m'ont toujours dit, tu fais ce que tu veux tant que t'as un plan B. Mmh. Et là, mon plan B, c'était, ok, je quitte le cursus normal d'université, mais je me fais un plan B de faire des études en naturopathie à distance. Comme ça, si jamais tous mes plans d'aventure, ils marchent pas, j'aurai toujours ça dans lequel je pourrais travailler, dans lequel je suis diplômée. Ok. Donc c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait mes études en naturopathie, donc je suis diplômée en naturopathie. Ça fait longtemps que j'ai plus mis le nez dans mes bouquins, donc je peux pas dire que maintenant je serai une naturopathe de qualité, mais c'est ce que j'ai fait, ouais. Et ça m'a permis de travailler, ça m'a permis de m'entraîner, de faire plein de choses hyper intéressantes. Génial.
Et donc le retour sur les océans, sur les mers pour toi, il s'est passé quand tu dis que t'es pas allé à l'université, c'est à ce moment-là que tu as décidé de repartir? Pas tout de suite. J'avais très envie d'aventure, donc ce que je suis allée faire en premier, c'était puisque mon tour de l'Atlantique à la voile que je voulais faire avec le 28 pieds n'a pas fonctionné, je me suis rabattue sur un projet de traverser les Andes en vélo, de la Bolivie jusqu'en Équateur. Ça a duré 4 mois. Et c'était un autre côté de l'aventure. C'est complètement différent que le bateau, mais on retrouve un peu des choses semblables. D'aller trouver son eau quelque part, d'aller trouver sa nourriture, son énergie, l'inconnu aussi, de se retrouver des repères à chaque nouvel endroit où est-ce qu'on va, de se faire confiance aussi. Et il y a le côté physique qui m'intéressait beaucoup dans le voyage à vélo aussi, parce qu'on va pas se mentir, sur un bateau, dans une traversée, tu fais pas beaucoup de pas par jour. Ouais. Et donc j'ai fait ça. Après, j'ai fait la Nouvelle-Zélande à vélo. Et là c'était pardon Claire, c'était quelle année et t'avais quel âge du coup? J'avais 18 ans et c'était en 2016. Waouh. Ok. Ouais, c'était marrant parce qu'à l'époque, en fait, quand tu voyages à vélo, surtout en Équateur, il y avait beaucoup d'endroits où est-ce que tu pouvais aller, que tous les cyclistes allaient. Par exemple, c'était des locaux qui disaient, vous pouvez venir chez moi, je vous accueille en tant que cycliste, vous pouvez planter votre tente, ou j'ai un endroit où vous pouvez dormir, mettre des matelas. Mais souvent, ces endroits que ces gens-là avaient vu plusieurs cyclistes passer, ou qu'on se rejoignait en tant que cycliste et tout. Et il y en avait un qui tenait du coup une sorte d'annuaire, un peu de recueil de tous les cyclistes qui étaient passés. Et quand je lui ai dit mon âge, et en plus je venais de tourner 18 ans, je pense que je venais de tourner 18 ans, j'étais toute jeune, adulte. Et il a regardé son recueil, il m'a dit « Ah, tu fais partie des vraiment plus jeunes qui sont venus par ici. » Et du coup, ça, c'est sympa, quoi. Moi, je me suis dit, je peux pédaler, je peux voyager, et puis voilà, quoi. Tout simplement, j'avais pas de... Voilà. Donc ça, c'était en 2016. Après, il y a 2018, c'était la Nouvelle-Zélande. Après, je suis rentrée, et après, j'avais un ami qu'on avait rencontré en Nouvelle-Calédonie, quand on vivait là-bas, qui venait d'acheter son bateau. Il avait acheté un bateau en ferrociment. Donc ça surprend les gens souvent, parce que le bateau était fait en ciment, et ça flotte, grâce à l'air qui est à l'intérieur de la coque. Et il était trop grand pour lui tout seul. Et il savait que je sauvais des sous que j'économisais pour m'acheter un futur bateau. Il m'a dit, mais vas-y Claire, j'ai besoin d'une équipière pour traverser l'océan Indien. Et du coup, j'ai dit, très bien, j'arrive. Du coup, j'ai fait mes valises et je suis arrivée en Australie sur son bateau. Voilà. D'accord. Et donc c'est là qu'une fois que tu as fait la traversée de l'océan Indien, Madagascar, Afrique du Sud. D'accord. Voilà. Ça a été un peu long parce que ça a duré 2 ans et demi. Vu qu'en arrivant en Indonésie, il y a eu des problèmes moteurs. On a dû attendre pour faire changer le moteur. Ensuite, on monte vers la Thaïlande, Covid, du coup coincé en Thaïlande pendant 1 an. Et dès qu'on a pu, en fait, on a filé vers les Maldives et puis après Tanzanie. Et il y a un fait marrant là-dedans, quand j'étais petite avec mes parents, la plus longue traversée qu'on avait faite, c'était entre les Galapagos et les Marquises, et c'était 21 jours. Et moi, je m'étais dit, pendant cette traversée Maldives-Tanzanie, en fait, il y avait l'opportunité de s'arrêter aux Seychelles. Mais moi, j'avais secrètement envie de faire une très grande traversée. Donc, j'ai trouvé tous les arguments possibles pour qu'on s'arrête pas aux Seychelles et qu'on fasse un direct Tanzanie. Du coup, ça faisait 26 jours en mer. Et j'étais bien contente de faire une longue traversée. Ça a été quoi, tu dirais, avec du recul maintenant, les grands apprentissages, tu vois, de ces premières expériences finalement assez longues quand même, quand tu pars 4 mois en Équateur pour faire, enfin, du Pérou à l'Équateur pour traverser un bout de l'Amérique du Sud à vélo, puis la traversée de l'océan Indien, même si tu n'étais pas en solo pour l'océan Indien, mais c'est quand même des aventures que tu as vécues assez jeune. Tu dirais que ça a été quoi les apprentissages de chacune? Je pense que le plus grand apprentissage, il est assez inconscient. En fait, je pense que c'est toute l'expérience d'aventure, l'expérience des mésaventures aussi, qui font en sorte que dans notre tête, ça se crée tout un bagage de choses qui sont bien ou mal passées et qui vont créer l'intuition qu'on peut avoir dans les aventures, et cette petite voix, en fait, qui va nous dire « Oui, t'es capable, vas-y » ou « Oh, fais attention, ça, t'as déjà vécu. Flasher, fais attention, quoi. » Et ça aide beaucoup parce qu'au fur et à mesure, tu te rends compte des aventures que tu arrives beaucoup plus à anticiper ce qui va bien se passer ou mal se passer, même si, et c'est encore plus vrai en bateau, le plan A, c'est jamais le plan qui va se passer.
Donc, il faut toujours avoir un plan A, B, C, D, E, F, peut-être. Toujours prendre de la marge. Mais le plus grand apprentissage, je pense, c'est la confiance qu'on est capable de le faire, en fait. Que j'étais capable, que tu as une force en toi qui va arriver dans les moments les plus durs. Il va y avoir des moments plus durs, ça c'est inévitable. Mais que les ressources, ça finisse toujours par arriver. Et que c'est une passe et que ça fait des montagnes russes. Et il faut juste se préparer que ça va monter, ça va redescendre, mais ça va remonter en fait. Et y croire. Et ça, tu l'avais anticipé avant de partir je pense surtout à l'Amérique du Sud parce que 18 ans, alors après tout est relatif. J'ai déjà eu des conversations avec des anciens invités ou des auditeurs, des auditrices du podcast sur ce sujet de l'âge. Moi, j'aime bien poser la question parce que pour moi, ça me semble important, mais je sais qu'il y en a qui considèrent que c'est pas forcément pertinent, tu vois, qu'on peut faire des choses incroyables à 18 ans et à 70. Mais malgré tout, je trouve qu'à 18 ans, on n'a pas encore l'expérience de vie peut-être nécessaire pour parfois se rendre compte de ce dans quoi on se lance. Du coup, ma question, c'est celle-ci, tu vois, c'est est-ce que là, pour l'Amérique du Sud, avant de partir avec Eskimo d'Afrique du Sud jusqu'à la France en solitaire, est-ce que tu avais anticipé, est-ce que tu avais conscience de potentiellement les galères que tu allais avoir à affronter ou comme c'était à chaque fois des premières, t'as dû faire face pour le coup à des choses que tu n'avais pas nécessairement préparées? Je pense que non, j'étais pas préparée à toutes les galères que j'ai eues. À vélo, pour le cas du vélo, j'avais pas prévu de passer par les Andes à la base, j'avais prévu de passer par la côte du Pérou et m'arrêter dans les spots de surf. Sauf qu'arrivé à La Paz en Bolivie, le gars il m'a dit mais fais pas ça en fait, c'est le désert le long du Pérou, c'est tout plat, tu vas te faire chier, tu vas avoir trop chaud, c'est pas sécuritaire, passe par les montagnes. Tu dis ok, ça marche. Et je m'étais renseignée un peu, je m'étais dit des montées de 30 km et tout. Puis j'avais dit ça au père d'un copain, il m'avait dit mais nous on venait du Québec, au Québec on a des collines, on n'a pas des montagnes. Ouais. Et il me dit mais non, ça existe pas des descentes de 30 km. Mais en fait, dans les Andes, tu te rends compte que des montées de 100 km, ça existe. Donc ouais, ça c'était une bonne galère. Et quand t'as un vélo qui fait presque ton poids, oui, tu t'en rends pas compte, quoi. Et tu pleures et tout. Donc non, ça, je m'attendais pas à avoir autant de difficultés. Et sur Eskimo, je m'attendais pas non plus à avoir autant de difficultés. Faut dire que sur l'autre bateau, on avait eu beaucoup de problèmes en tout genre. Donc ça, j'étais préparée. Mais c'est différent quand t'es tout seul au milieu de l'océan à devoir les gérer, ces problèmes-là, en fait. Mm-hmm. Mais je oui, pense... et puis que t'es en mer en plus. C'est ça. Tu le dis à un moment donné dans ton film. J'imagine, je suppose que c'est quand même pas la même chose d'avoir une galère après 15 jours tu vois, en solo, en mer, loin de tout, que à quelques kilomètres d'un village dans les Andes. Les deux sont compliqués, mais il y a une situation où t'es vraiment pour le coup qu'avec toi-même. Mais c'est ça, en fait, à vélo, t'as ta tente sur toi, t'as de la nourriture sur toi, t'as tout ce qu'il faut. Donc, il t'arrive une galère ou t'en as marre, c'est pas grave, tu t'arrêtes, tu plantes la tente et tu dors et tu recommences le lendemain et ça ira mieux, en fait. Et j'ai eu de la chance qu'il n'y avait jamais d'humains en mauvaise intention. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est les humains en soi dans mes aventures. Et en bateau, oui, quand il t'arrive une galère, t'es tout seul, en fait. Mais au large, l'avantage, c'est que si t'arrive un problème, vu que t'as aucun danger imminent de la côte, t'as le temps quand même pour y réfléchir. T'as un peu le stress de dire, ok, là, je suis tout seul et tout, mais avec le téléphone satellite, t'as quand même moyen de contacter des gens compétents qui peuvent t'aiguiller sur des réflexions que tu n'as peut-être pas avec la fatigue, avec le stress du problème, avec les conséquences possibles, parce que toi, quand t'es dedans, tu vois tout ça. Et quand tu contactes quelqu'un qui est un peu posé, qui est chez lui posé avec un café, il va dire, non, mais t'inquiète, ça va aller et tout. Et t'as le temps, alors que là, dernièrement, je naviguais en Grèce sur mon bateau. J'ai eu des problèmes avec l'arbre d'hélice, par exemple, qui s'est défait en navigation. Donc, l'arbre d'hélice, c'est ce qui tient l'hélice avec un long tube qui est connecté au moteur. Et qu'en navigation, que ça se détache et que tu dois plonger pour le repousser, que tu sais pas. Bref, et là, t'es vraiment dans la merde parce que tu peux pas. C'est très compliqué. Et là, par contre, là, t'as la côte qui est pas loin, donc il faut que tu agisses vite. Et t'as la nuit qui va tomber, il faut que tu agisses vite. Alors qu'en pleine mer, oui, il faut que tu agisses, mais t'as le temps. Et ça aide. Un petit peu. Un petit peu. Waouh. Et la Nouvelle-Zélande, dans les grandes lignes, c'était quoi ton projet? Tu t'es lancé dans quoi?
Alors la Nouvelle-Zélande, c'était pareil à vélo, et c'était traverser toute la Nouvelle-Zélande à vélo, donc du nord au sud, et après remonter vers Christchurch. Et le projet, c'était vraiment juste de découvrir ce pays qui me faisait rêver. On entend plein de choses sur la Nouvelle-Zélande, et c'est vraiment un pays magnifique, un pays qui m'a aussi déçue sur certains aspects. Parce que Ah je pense bon? que Oula, alors là, il faut que tu m'en dises plus parce que je crois que c'est une première fois peut-être que j'entends ça. Mais vas-y, très très curieux. En fait, c'est un pays magnifique avec ses montagnes et tout. Culturellement parlant, c'est un pays qui étouffe, je trouve, la culture maori. À vélo, ce qui est intéressant, c'est que tu as le temps, en fait, de voir le paysage. Quand tu montes une côte en vélo, chargé à 50 kilos, tu as le temps de le voir, de le digérer, de le recracher, le paysage. Et du coup, tu fais attention à tout ce qui se passe, au mode de vie. Les gens sont très enclins à t'aider. Je pense que c'est pas la même chose des gens qui vont à l'hôtel ou en van, parce qu'ils n'ont pas autant besoin de l'habitant. Et du coup, tu vois comment les gens vivent. Et les Maoris, ils sont pas là, alors que c'est leur terre à la base. C'est un pays que de l'extérieur, t'as l'impression que c'est l'Eldorado de l'environnement, du plein air et tout, qui font attention à l'environnement, mais en fait, pas vraiment. Et ça, je suis tombée de haut quand j'ai appris ça, parce que c'est pas du tout, voilà, c'est surtout sur cette notion de l'environnement, je pense. On est dans des rues, tu vois des avions passer pour jeter des pesticides sur les cultures. Tu vois la qualité des rivières qui sont douteuses. Les gens doivent payer, du moins à Auckland, dans la région d'Auckland, dans l'île du Nord, pour aller jeter leurs poubelles. Du coup, ils entassent tout dans des vieilles caravanes et ils font brûler au bout d'un certain temps. Ah ouais, ok. Ouais, t'as un peu de tout ça, et moi, ça m'avait déçue. Après, les gens sont hyper gentils. T'as la culture un peu du mouton et de la culture du bush, un peu du cow-boy new-zélandais qui m'avait intéressée. T'as bien sûr les hauts sommets, les glaciers, le Mont Cook, tout ça, les volcans. Ça fait rêver sur plein de points, mais il y a un côté que, pour moi, c'est une fausse publicité. Mais bon, voilà. C'est hyper intéressant. Il y a quelques pays comme ça, en tout cas en France, je ne sais pas si c'est le cas au Canada et au Québec en particulier, mais il y a quelques pays en France, tu vois, qu'on met un peu sur un piédestal. La Nouvelle-Zélande, ça en fait partie, la Suisse, le Japon et le Canada d'ailleurs, je pense, et qu'on idéalise. Mais oui, finalement, ton partage, ton expérience, ça prouve juste qu'il y a du bon et du moins bon partout, y compris en Nouvelle-Zélande. Je pense que c'est le cas un peu dans tous les pays, ouais. Je pense. Je suis d'accord. Ok, incroyable. Oui, donc tu as quand même eu... et qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé d'abord à vélo plutôt que sur un bateau? Alors, t'expliquais qu'il y avait cette notion, tu vois, du 28 pieds, que tes parents voulaient absolument, tu vois, que tu te lances sur une plateforme, on va dire, enfin quelque chose d'une taille significante. Mais pourquoi d'abord le vélo et pas d'expérience en mer, sachant que ce que t'expliquais, c'est que clairement, t'as baigné dans cet univers et ça faisait partie des rêves que tu avais depuis un bon moment? Parce que je pense, et ça a été une réponse toute simple, je pense qu'à la base, je m'en voyais pas capable. En fait, c'était un rêve qui était pour moi inatteignable. C'est un truc que j'avais, mais je me disais, mais non, c'est pas pour tout de suite. C'est trop pas concret, en fait. C'est trop pas concret. C'est pas très français de dire ça, mais c'est pas assez concret. J'ai pas les compétences pour. Ouais, et j'avais pas de bateau à ce moment-là. J'avais pas les sous pour acheter un bateau non plus. Ouais, et je pense que le Pérou, en fait, le Machu Picchu, ça me faisait beaucoup rêver. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ça a penché dans la balance. Et après, j'ai pas regretté de pas partir en bateau. Je me suis toujours dit, ça serait quelque chose pour plus tard. C'est quelque chose qui va arriver, mais ça va arriver quand je serai prête. Et c'est un fait marrant, ça me fait penser quand j'étais petite, quand je faisais de l'optimisme, du coup en Bretagne. Un jour, mon oncle était sur son petit bateau moteur et il me coachait. Il me disait, viens Claire, on va sortir des bateaux à l'ancre. On va aller plus loin dans la baie. Et moi, dans ma tête, les bateaux dans lesquels étaient mes bouées, c'était un peu ma zone de confort. Et je me disais, mais non, on va pas sortir du bateau, on va pas aller au large. Il va y avoir trop de vent, en fait. Et c'est marrant parce que si je pouvais dire à la petite Claire de cette époque qu'elle aurait traversé un océan complet, elle m'aurait dit, non, on va aller plus loin que le bout du Finistère. Donc ça, c'était... Voilà, ouais, et pourquoi je suis pas allée en bateau? Ouais, je pense que c'est vraiment ça. C'était trop inatteignable pour moi, en fait. Les opportunités, elles étaient pas là. Alors que quand j'ai eu Eskimo, c'est vraiment tout s'emboîtait d'un coup et c'était tout aligné, ouais, et en fait, j'avais tellement rencontré de gens pendant ce voyage de 2 ans et demi qui m'avaient tellement nourri, et j'avais tellement nourri mon envie
d'être capitaine à mon tour. Parce que quand tu es équipier, tu n'as pas du tout les mêmes préoccupations qu'un capitaine peut avoir. En tant que capitaine, en fait, tu es toujours en train de tout penser. Tu as 1 million de choses auxquelles penser que tu te rends pas compte en tant qu'équipier que tu as à penser à tout ça, en fait. Et tant que t'es pas capitaine, ou tant que t'as pas un capitaine qui te laisse être capitaine, et ça c'est très dur pour un capitaine à faire, tu peux pas, en fait. Et moi j'ai eu de la chance quand j'ai eu le bateau, c'est... En fait, malgré mon jeune âge, je reviens un peu à ta question de jeune âge, le fait d'être jeune, ça peut créer de la jalousie parfois envers des gens qui auraient toujours voulu faire ça mais qui l'ont jamais fait. Et parfois on va vouloir te décourager, te dire mais non mais t'es trop jeune, attends un peu, mais non mais t'as pas l'expérience qu'il faut, ou t'as pas ci et t'as pas ça. Et étonnamment, quand j'ai acheté le bateau, j'ai jamais eu à faire face à ce genre de commentaires. Et à l'époque, j'avais tout juste 25 ans, donc c'est pas vieux, c'est pas jeune, mais c'est pas vieux non plus. Et ouais, et ça m'a, sur le coup, ça m'a pas étonnée, mais je pense que c'est parce que sur le moment, j'étais tellement sûre de moi, tellement déterminée, il y avait aucune faille possible, que personne pouvait s'infiltrer dedans pour me faire douter, en fait. Et ça, les gens devaient le sentir, et tout ce que j'ai reçu, c'est de l'aide. Ultra intéressant. Ok. Donc, comment tu sens que c'est le moment, les planètes sont alignées, tu as l'expérience, tu viens de passer 2 ans et demi à voyager, tu as rencontré plein de gens, tu le disais un peu plus tôt, tu as dû affronter pas mal de galères sur ce bateau en ferro-ciment. Comment tu design la suite du projet? Est-ce que tu te dis dès le départ, ok, je veux rejoindre la France en passant par l'île Sainte-Hélène et les Açores, ou est-ce que tu sais à peu près le cap que tu veux prendre, mais sans forcément les étapes intermédiaires? Non, au début, je reste assez modeste dans mon projet. Je me dis déjà, ça sera Sainte-Hélène. À Sainte-Hélène, Ok. on verra où je veux aller. Ben, même pas, en fait. Au tout début, moi, c'était, non, je vais faire comme tout le monde, en fait. Je vais aller à Sainte-Hélène, après au Brésil, après aux Caraïbes, et après on verra. Et là, j'ai des amis qui m'ont parlé, qui étaient en Afrique du Sud. En fait, en Afrique du Sud, on était toute une bande de jeunes et tout, chacun sur leur bateau. On avait une très belle dynamique. Et c'est des amis que j'ai encore maintenant ici en France. Et ils me disent, nous, on va rentrer en France parce qu'il faut qu'on soit de retour à telle date. Si on fait le grand tour, on n'y sera pas. Mais du coup, il y a une route qui passe par les Açores. Et quand tu regardes la route, tu te dis, ok, c'est du Portant jusqu'au Poteau Noir, donc la zone de l'équateur. Et après, c'est du près jusqu'aux Açores. Et pour ceux qui font pas de voile, parmi les auditeurs, quand on fait un tour du monde, on essaye d'être toujours avec le vent qui nous pousse dans le dos, parce que c'est beaucoup plus confortable et on est sûr ou presque d'aller à la bonne destination. Quand on est au près, donc contre le vent, on est à un angle de 45 degrés du vent et on se fait cahuter dans tous les côtés. Et il suffit d'une variation de vent de quelques degrés pour nous empêcher d'aller à notre destination et devoir tirer des bords, donc un peu comme on fait des conversions pour monter en haut d'une montagne à ski, de tourner à droite, puis après à gauche, retourner à droite. Et on fait un peu la même chose sur un bateau. Et donc, sur l'idée, ils me disent ça, et je me dis, bon, allez, j'ai un monocoque, ça remonte bien au vent, un monocoque, ça va le faire. Je me dis, allez, je fais ça. Mais d'abord, je me dis ça, mais je me dis aussi, attends cocotte d'aller à Sainte-Hélène. Et à Sainte-Hélène, tu verras. Ce qui me confortait dans mon projet, c'est que je savais aussi que l'Atlantique Sud, c'est reconnu pour être un des océans les plus gentils qui soit, outre la traversée du Pacifique Galapagos-Marquise, qui est très calme aussi. Ok. Et du coup, je me disais, c'est parfait pour tester un bateau, pour tester mes capacités et tout. Je vais faire ça. Je décide aussi quand j'ai fait Richards Bay Cape Town, je l'ai fait avec un ami aussi, Martin, qui s'y connaît beaucoup en bateau, qui a navigué toute sa vie en bateau, qui sait gérer. Et je m'étais dit, il sait faire, du coup on va à 2 sur le bateau, et ça va me permettre de m'entraîner aussi à faire des manœuvres seule, mais qu'il soit là au cas où que ça marche pas. Comme ça, je pourrais me rendre compte, est-ce que mon ambition est réellement possible? Et après, je verrai. Mais je savais déjà qu'entre Cape Town et Sainte-Hélène, je ne prendrais pas d'équipier, pour la simple et bonne raison que, ne me connaissant pas en tant que capitaine, je voulais pas prendre la responsabilité de quelqu'un à bord. Je me disais, moi, si je meurs, mais voilà, j'étais franco avec moi-même, je m'étais dit, si je meurs, s'il m'arrive un problème, je suis toute seule à me mettre à en payer les conséquences. Mais c'était hors de question que je mette quelqu'un en danger sans savoir ce que je vais aller avant. En fait, j'avais aucune crédibilité en tant que capitaine, donc c'était hors de question.
Et du coup, avec Martin, on part de Richards Bay et heureusement qu'il était là parce qu'il y a 14 choses qu'on cassait au fur et à mesure sur le bateau. C'était un peu la galère. Il y a une nuit qui a eu 3 choses d'affilée. Je pense qu'au début, c'était une des poulies du régulateur. Donc là, je le réveille et tout pour qu'on fasse ça à 2. Ensuite, c'était la poulie du phoque, du petit phoque. Et je le réveille. Et troisième chose qui casse, c'est le tangon qui se détache du point auquel il était attaché sur le mât et qui traîne dans l'eau et tout. Il est cassé en 2. Puis là, je me dis, bon, rendu là, je vais pas le réveiller, hein, le tangon. Et c'est la pire. Je me suis pas très fière, mais j'avais aucune manière de le ramener à bord sans me blesser. J'ai dû laisser filer le tangon à l'eau mais je m'étais dit, c'est bon. Là, je peux zérer. Je vais pas le réveiller, c'est bon. Il faut qu'il dorme pendant son quart aussi. Et c'était très formateur de l'avoir à bord parce que il me laissait faire, en fait. Il me laissait prendre les décisions. Il me disait, si je lui demandais son avis, il me disait, mais Claire, c'est toi le capitaine, c'est toi qui décides, en fait. Et du coup, il me laissait faire les manœuvres. On essayait de réfléchir à 2 aussi, comment je pouvais prendre des prises de riz toute seule, comment je pouvais faire mes virements de bord toute seule, sachant que sur mon bateau, il y a 2 voiles d'avant et qu'il faut gérer la barre et faire tourner les 2 voiles en même temps. Donc, c'était des techniques qu'on mettait en place pour que tout se passe bien. Et tout s'est presque tout bien passé. Donc, on était contents une fois qu'on était arrivé à Cape Town. La casse, par curiosité, c'était quoi? C'est que le bateau était déjà un peu usé d'un point de vue accastillage, etc. Ou en fait, c'était pas de chance? C'était un mélange de tout ce qui était accastillage. En fait, le bateau, il est resté à quai, même pas, pardon, il était à sec pendant 3 ans. Et je vais faire une parenthèse parce que ça va aider à mieux comprendre aussi ce bateau-là. Il avait un ancien propriétaire, Rick, qui s'appelait un Canadien, qui a fait 6 fois le tour du monde avec ce bateau-là et qu'à chaque fois, il passait... Ouais. Donc, c'est un bateau. Et quand j'ai su ça, j'ai dit, mais c'est bon, ce bateau, il en a sous la quille. En fait, c'est lui qui va me guider. Il sait quoi faire. Et ce monsieur-là, en fait, il a aussi hiverné longtemps, passé beaucoup de temps en Alaska sur ce bateau-là. Donc, dans le bateau, il y a un chauffage qui ne marche pas, que j'ai jamais fait marcher parce qu'il y a des problèmes prioritaires, mais que c'est dans ma liste de choses à faire. Et lors de son dernier passage en Afrique du Sud, il a été malade, il est malheureusement décédé. Et ce bateau a été saisi par le gouvernement africain parce qu'il fallait payer, il excédait son droit de présence dans le pays, parce que quand tu vas dans un pays avec un bateau, tu importes un bien, donc le bateau, et selon les pays, tu peux rester 1 mois, 3 mois, 4 mois, ça dépend. Et du coup, pour payer ce passage-là, le gouvernement a saisi le bateau, et les amis de Rick ont tout fait pour sauver le bateau, donc ils ont vendu tout le matériel qu'il y avait à bord. Donc ils ont vendu le four, ils ont vendu le radar, ils ont vendu l'AIS, ils ont vendu tout ce qui avait de la valeur, sauf les voiles qu'ils avaient laissées à bord. Et après, ils ont réussi du coup à racheter le bateau. Et après, ils l'ont revendu au propriétaire qui me l'a vendu à moi. Mais entre-temps, ils ont mis le bateau à sec. Et le bateau est resté pendant 3 ans au carénage en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, c'est un climat qui est assez chaud, assez sec. Et du coup, ils avaient laissé tout ce qui est poulie dehors. Ils avaient laissé à grande voile aussi. Plein de choses. Et donc, tout le plastique avait pris le soleil. Le soleil, c'est le pire ennemi sur un bateau. En fait, ça mange les tissus, ça mange les voiles, ça mange l'accastillage. Et du coup, c'est tout l'accastillage qui, à force, le plastique était rendu trop rigide, trop fragile. Et à chaque force qui était appliquée dessus en navigation, tout cassait. D'accord. Et le pire truc qui est arrivé, t'as dû le voir dans le film du coup, c'est la barre en fait. C'est une grosse barre franche. À l'arrière du bateau, il y a un immense safran et il y a une barre qui fait plus de 2 mètres de long et en bois, quoi. C'était massif. Et sur ce bois-là, il y avait un porte-drapeau qui a été installé au fond à la jonction entre le safran qui plonge dans l'eau et la barre, du coup, là où est-ce qu'on met la main pour diriger le bateau. Et par ces 3 vis-là, de l'eau s'est infiltrée par la pluie et avait pénétré dans le bois de la barre. Et puisque cette barre était résinée, et l'humidité ne pouvait pas sortir. Et en manœuvre avec Martin, du coup, on était à 50 000 des côtes. Après 3 jours de nave, on voulait faire un direct Cape Town. Et en Afrique du Sud, c'est très rare d'avoir la fenêtre météo pour faire un direct Cape Town. Et on était pressés par le temps parce que si je voulais remonter en France, ou du moins passer le cap des Aiguilles, qui est le cap le plus au sud de l'Afrique du Sud, c'est pas le cap de Bonne-Espérance, c'est le cap des Aiguilles, il fallait que je le passe avant la mi-mars, en fait, parce que sinon la météo n'allait plus me permettre de passer. On était pressés, du coup, on voulait le faire en direct. La 3e jour de nave, c'est le soir. Le soleil se couche, on est dans une vague de 2 à 3 mètres de haut. Il y a du vent. On veut empanner, là je pousse la barre et là j'entends crac et là je me dis mais qu'est-ce qui se passe?
Et là, je me retourne et la barre, je la tenais dans la main. En fait, elle était plus du tout attachée au safran et elle était cassée. Et là, t'as Martin qui me regarde avec ses grands yeux et je lui dis, et là, je fais merde. Il me dit quoi? Je dis, on n'a plus de barre. On n'a plus de barre. Tout simplement. Du coup, là, j'étais un peu figée. J'étais en train de me dire, oula, mais ça, faut pas que je dise ça à mes parents tout de suite, hein. Et du coup, il me regarde, il me fait, ok, allez, action, on descend les voiles et tout. Il arrive à me remettre dedans parce que sur le coup, ça a dû durer 5 secondes, hein, mais j'ai dû figer. On descend les voiles et tout. On se met à la cape. Donc, à la cape, c'est faire en sorte d'avoir un certain angle par rapport aux vagues pour pas se faire trop cahuter. On essaye de voir ce qu'on peut faire avec la barre, donc on essaye de la tailler et tout, avec un marteau, on essaye de frapper sur tout ce qu'on peut. Bon, on éclate en même temps tout ce qu'on peut pour essayer de renfoncer la barre dans le trou là où est-ce qu'elle était encastrée, en fait. Et un certain mois, j'étais dos aux vagues, et tout d'un coup, on est en train de faire ça, et je vois Martin qui écarquille les yeux, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, tout d'un coup, j'entends un bruit, puis il y a une vague qui passe par-dessus les panneaux solaires, elle devait être à la hauteur de la Baume, en fait. Elle nous a recouverts d'eau. Nous, on était du coup trempés jusqu'aux os, et en Afrique du Sud, l'eau, elle est pas chaude, il fait pas chaud, le soleil venait de se coucher, on était grelottants, t'as un peu la peur aussi qui te rajoute un peu du pas bien. Et du coup, on se regarde, il y avait de l'eau partout. Moi, c'est un cockpit qui fait un peu baignoire. J'avais l'Iridium, donc c'est mon téléphone satellite qui était en train de flotter. Donc vite, je le rattrape avant qu'il tombe à l'eau, parce que c'est quand même bien pratique ce truc. Et on reprend nos esprits et on se faisait cahuter de tous les bords et tout. On va changer parce que c'est quand même priorité de pas avoir froid. Et tout d'un coup, moi, j'étais en train de me changer et je commence à avoir le mal de mer parce que je suis très sujette au mal de mer. Et là, t'as Martin qui me dit « Oh Claire, viens, j'ai une idée et tout ». Je lui dis « Attends Martin, 2 secondes, faut que je vomisse ». Donc là, je me vide et là, je lui dis « Ok, là, ça va mieux. Là, on peut réparer la barre ». Et on a réussi Ouais, on a réussi tant bien que mal et miraculeusement, en fait, à mettre des garcettes pour faire une force vers l'arrière, pour la mettre en place et faire en sorte, et là, c'est du luxe, que le régulateur puisse tenir la barre et barrer et que nous, on n'ait pas à barrer toute la nuit. Et ça, c'est un grand luxe. Et parce qu'on se disait, si on n'arrive pas à la réparer, faut qu'on appelle les secours en mer, en fait, parce qu'on pourra pas rentrer proche des terres. Et moi, je nous voyais déjà, en fait, le courant des aiguilles, c'est un courant qui longe très fort, qui longe toute l'Afrique du Sud jusqu'au Cap des Aiguilles et après qui descend vers l'Antarctique. Donc moi, je nous voyais déjà partir en Antarctique, tu vois. J'ai dit, c'est bon, ça y est, on est foutus. Mais on a géré ça, on est allé au port le plus proche et j'étais déjà passée avec l'autre bateau à ce port-là, donc je connaissais. Et j'ai dit au maître de port, j'ai dit, vas-y, file-nous une place facile parce qu'on a la barre en manœuvre de port qui peut lâcher à tout moment, quoi. Donc il a déplacé des bateaux pour nous faire une belle grande place facile et on est arrivé, on a pu se reposer, boire une bonne grande bière, manger une pizza et penser à la suite du problème après, quoi. Incroyable. Ouais, toutes mes aventures. Ouais. Du coup, au moment, en dépit de toutes ces galères, je suis assez curieux par rapport à ce que tu expliquais, tu vois, qu'avant les planètes n'étaient pas nécessairement alignées, puis là que tu as senti que c'était le bon moment, donc tu as fait ce premier tronçon avec quelqu'un de très expérimenté. Qu'est-ce qui t'a fait dire, en dépit des 12, 13, 14 cases qu'il y a eu jusqu'à Cape Town, j'y vais quand même, je sens que je suis prête et j'ai ce qu'il faut? Je pense que c'est arrivé, déjà d'être avec Martin, en fait, il m'a mis vraiment en confiance aussi que j'étais capable de le faire, que j'étais capable de prendre des décisions dans des moments critiques. Aussi, il y a eu un moment où est-ce que j'ai dû faire la décision entre soit s'arrêter, soit prendre un front de sud-ouest. Et tout le monde nous avait dit, faut pas prendre de front de sud-ouest en Afrique du Sud. J'avais décidé de le prendre pareil et j'ai bien fait parce qu'il était tout gentil et juste pas de vent dedans. Ça, c'est un peu galère. Mais j'avais réussi à prendre des décisions qui faisaient en sorte qu'on était arrivé à temps à Cape Town. Et ce sentiment de me dire, ok, je suis capable, et ben c'était dans la nuit, j'étais en train de barrer au moteur devant les lumières de Cape Town, après le cap de Bonne-Espérance et tout. Et je me rappelle m'être dit à ce moment-là, je sais pas rationnellement pourquoi je me sens capable, pourquoi je suis plus capable rationnellement, mais j'ai cette petite voix en moi, cette petite intuition qui me dit, mais c'est bon, tu peux le faire, quoi, tu peux y aller. Et je pense qu'il y avait la double motivation de savoir qu'il y avait ma grand-mère en France
qui était en fin de vie. Bah, c'était pas officiel qu'il était en fin de vie, mais je le sentais qu'il lui en restait pas beaucoup. Et mon grand-père, qui était un puriste de la voile, était déjà décédé il y avait quelques années. Et ma grand-mère était du même gabarit que mon grand-père, en fait. Ils aimaient tous les deux profondément la voile. Et je m'étais dit, j'aimerais trop, en fait, être capable. Je verrai à Sainte-Hélène, si je suis capable, mais j'aimerais trop être capable de remonter en France et aller la voir, mais en bateau, en fait, de retourner avec mon bateau après l'Afrique du Sud, là où j'ai appris la voile. Ça me faisait trop rêver. Et voilà, et j'arrive du coup à Cape Town, au moteur, de nuit, je vois ces lumières-là, je suis paisible et tout, et je me dis, mais c'est bon, je peux le faire, quoi. Je peux partir toute seule. Et j'avais jamais navigué. Quand j'ai largué les amarres de Cape Town pour partir pour 16 jours en mer vers Sainte-Hélène, mais j'avais jamais navigué toute seule sur mon bateau, en fait. Et c'était culotté. Ça, je m'en rends compte après, hein, mais c'est le terme. Ouais. Parfois, il y a, en fait, dans le monde du bateau et en général, dans le bateau de voyage, je sais pas si d'autres invités t'ont déjà parlé de ça, mais il y a la préparation infinie d'un bateau à quai. Je l'appelle comme ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir préparer leur bateau, mais du mieux possible, en fait. Ils vont essayer de penser à tous les détails, de penser à tout, et t'as un peu de tout type de personnes. Mais au final, à trop vouloir préparer le bateau, en fait, tu pars jamais. Moi, le bateau, j'ai décidé, et j'avais pas beaucoup de temps pour préparer entre le moment où j'ai acheté le bateau et que je suis partie de Richards Bay, donc là où je l'ai acheté, à la limite du Mozambique, et ben, ça a écoulé 3 semaines. Et ça aurait été plus rapide si j'avais pas la baume à changer. Non, ça aurait pas pu être plus rapide parce que j'avais la baume à changer, plein de trucs à changer, mais ça aurait pu être plus rapide que ça m'aurait pas dérangé, en fait. Et voilà, moi, mon critère, c'était tant que le bateau, je peux le diriger seul, tant que j'ai des voiles, parce que j'avais appris avec l'expérience de l'autre bateau qu'un moteur, je peux pas m'y fier. Tant que j'ai des voiles, tant que je sais naviguer, tant que j'ai de la nourriture, de l'eau, et tant que mon bateau, il est sécuritaire, tant que le mât peut tenir debout, tant que je peux me mettre en sécurité, en fait, ça va. Mon seul critère, c'est la sécurité, en fait. Et tant que je pouvais tout réparer moi-même, c'était un critère aussi, parce que mon bateau, je l'ai choisi le plus simple possible. J'ai pas d'enrouleur en avant. Donc un enrouleur, c'est ce qui permet d'enrouler la voile d'avant. Parce que je sais que c'est un point faible potentiel et que si tu ne peux pas enrouler ta voile alors que tu as une tempête qui arrive, tu peux avoir des gros problèmes. J'ai choisi d'avoir un système électrique très simple dans mon bateau. Comme ça, je ne dépends pas d'électricité. J'ai 2 petits panneaux solaires et je suis large en électricité. Tout ce que j'ai sur le bateau, je peux le réparer moi-même. Et ça, c'était un grand critère. D'une part, pour me faciliter la vie. Et d'autre part, parce qu'on passe tellement de temps à réparer des bateaux sinon qu'on profite pas de la vie en bateau. Et ouais. Donc, l'éternelle préparation, c'est quelque chose à faire attention. S'il y a des gens qui écoutent et qui veulent partir en bateau, c'est qu'un bateau, il sera jamais à 100% prêt. Il y aura toujours des trucs qui vont casser sur un bateau. Et ce sera toujours des trucs qu'on n'aura jamais anticipés. Parce que ton bateau, du coup, donc tu disais, tu avais choisi que c'était important pour toi qu'il soit le plus simple possible. Il avait donc fait 6 fois le tour du monde déjà. Tu sais quand est-ce qu'il a été construit et si c'est des modèles qui sont encore, si c'est un modèle qui est encore fabriqué aujourd'hui, s'il y a encore un chantier naval qui le fait? Alors, le modèle, c'est un Dreadnought 32. Il a été fabriqué en 78, donc il va sur ses 50 ans dans 2 ans. Waouh. Ouais, c'est un gros bateau et je trouve ça assez intéressant de voir que des bateaux, ça dure aussi longtemps. Les anciens bateaux étaient un peu plus solides que maintenant, je dirais. Ils en ont sorti, si je dis pas de bêtises, ils les ont construits pendant une dizaine d'années, environ 80 exemplaires, donc jusqu'en 88 à peu près, 78-88 à peu près. Construit en Californie, et non, ils n'en construisent plus du tout maintenant, mais il y a des bateaux qui ressemblent, les West Sail par exemple, c'est des bateaux qu'on voit beaucoup dans les Caraïbes ou aux Bahamas, et en fait ils ont été construits sur la base du Tahiti Ketch, qui est un peu plus connu, et c'est des gros bateaux solides à quille longue. Voilà. Ok. Et tu pourrais trouver sur des bateaux récents la même rusticité, simplicité que ce que tu avais avec Eskimo? Rusticité, je sais pas. Parce que moi, le bateau, pour donner un ordre d'idée, la coque, elle fait 3 cm d'épaisseur. Les bateaux récents, si on parle de bateau de course et pour aller à l'extrême, on parle de millimètres d'épaisseur.
parce qu'on cherche la performance. Moi, c'est pas un bateau qui va vite, forcément. C'est un bateau sur lequel je peux compter, en fait. Des bateaux aussi rustiques, donc non. Aussi, c'était quoi l'autre critère que tu m'as dit? Simple, finalement, tu vois. Ouais, simple. Ouais. Oui, simple, je pense que oui. Après, oui, ça peut arriver. Après, c'était surtout les bateaux anciens qui étaient simples, parce que je pense qu'il n'y avait pas autant de demandes. Pour donner une idée, moi, tout ce que j'ai en termes de sanitaire dans mon bateau, c'est juste une toilette, en fait. J'ai pas de douche, j'ai pas d'évier autre que l'évier de la cuisine. Il est aussi simple à ce niveau-là. J'ai pas vraiment de cabine en tant que telle non plus. Je dors dans le salon, et là, récemment, j'ai fait un plus grand lit. J'ai construit un truc un peu plus grand pour avoir un peu plus de confort. Mais sinon, c'est que des bannettes. Maintenant, les gens sont beaucoup plus à la recherche de confort. Ils sont beaucoup plus... Et je pense que aussi, c'est aussi lié au fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui n'ont pas du tout d'expérience dans le milieu marin qui veulent du coup un maximum de sécurité à bord. Donc, en sécurité, ils vont avoir toutes les pompes possibles, ils vont avoir toutes les alarmes possibles, ils vont avoir des trucs très compliqués, parce que je pense que ça permet de combler d'équilibrer un peu tout le monde de cette manière-là, en fait. Et franchement, les bateaux récents qui sont aussi simples et rustiques esquimaux, j'en ai pas vu beaucoup. C'est souvent des vieux bateaux, en fait. Ouais, coque de 3 cm d'épaisseur. À titre de comparaison, s'il y en a qui l'ont pas écouté récemment, il y a un épisode qui est sorti avec Mathis Bourgnon qui a gagné la Mini Transat sur un bateau en carbone, et lui, c'était pas 3 cm d'épaisseur de coque, c'est 3 mm. Voilà. L'eau est beaucoup plus proche. Ouais. C'est ça. Ok. Donc, tu prends le départ, direction Sainte-Hélène. Alors, pour être tout à fait honnête, il a fallu quand même que j'ouvre Maps pour bien vérifier où se situe Sainte-Hélène. Donc, globalement, on va dire que c'est sur un planisphère, quelque chose de plat. Je pense que ça doit être ligne droite, quasiment ligne droite depuis Sao Paulo jusqu'à l'Angola. Donc c'est vraiment entre le Brésil et l'Angola, le Gabon, on va dire. J'avais d'ailleurs jamais vu ça, mais il y a une autre île pas loin, l'Ascension, Ascension. Ouais, exactement. Alors, pourquoi Sainte-Hélène et pas Ascension? Je sais même pas si on peut y aller à Ascension ou si c'est un truc militaire. J'ai l'impression qu'il y a des pistes un peu plus, qui ont l'air un peu plus sérieuses que juste des pistes civiles. C'était une option aussi, ou pour toi c'était Sainte-Hélène? En fait, j'avais deux options. J'avais plusieurs options. J'avais aussi l'option de m'arrêter en Namibie pour me réduire le chemin, mais je l'ai pas fait parce qu'en Namibie, la Namibie est connue pour ses vents violents. Sûrement des histoires de thermique liées au désert et tout ça. Et des vents très forts aussi le long de la côte. Et moi, je voulais partir au large, parce qu'au large, t'es en sécurité, comme je disais un peu plus tôt. Si t'arrives un problème, t'as le temps de te retourner. Et je voulais pas me mettre dans des 40 nœuds volontairement, mouillage, des trucs comme ça. Je voulais être simple, parce qu'être en mer, 40 nœuds, ça va. Mais si t'es au mouillage dans 40 nœuds, en train de à remonter une ancre à la main, parce que mon guindeau, dans ce qui me sert à remonter l'ancre, c'est manuel. Voilà, en solitaire, t'apprends aussi à te mettre dans des situations que tu peux gérer. Et donc, aller à Sainte-Hélène, c'était plus simple. C'est aussi l'île où est-ce que va tout le monde. L'Ascension, c'est une île un peu plus au nord. Et en fait, t'as bien vu, en fait, c'est très militaire. Et il y a Bernard de Moitessier qui était passé, il me semble, dans son livre que j'avais lu. Mais tu dois payer, en fait, pour y accéder. Tu dois payer un permis pour quelques jours. Et t'es juste limité à quelques jours. Et donc, j'ai décidé de pas le faire, parce que je voulais pas payer de permis, que j'étais très bien à Sainte-Hélène, et qu'à Sainte-Hélène, en fait, j'y suis arrivée un mardi, j'en suis repartie un dimanche matin, mais j'ai pu descendre à Sainte-Hélène sur l'île que après vendredi après-midi. Non, même pas, que vendredi après-midi. Non, samedi. J'ai que passé samedi à terre. Ouais, samedi et dimanche matin, parce que c'était juste après le Covid, et du coup, ils passaient le test Covid qu'une seule fois par semaine, c'est-à-dire le jeudi. Et après, il fallait que tu attendes d'avoir les résultats le lendemain pour pouvoir prétendre descendre à terre. Donc, ils disent, oui, tu peux prendre une bouée, mais tu n'as pas le droit d'aller à l'eau, et tu n'as pas le droit de descendre à terre. Évidemment, je suis allée à l'eau quand même, mais on n'avait pas le droit de descendre à terre. Et tout ça pour dire qu'en fait, je ne me suis pas éternisée non plus, parce que je savais que si je voulais aller en France, parce que rendu à Sainte-Hélène, c'était clair dans ma tête que j'avais ce qu'il fallait pour monter en France,
que j'aimais passer du temps en mer, que j'aimais la solitude, que je savais gérer mon bateau, que j'avais de plus en plus confiance en moi, en mes capacités et tout. Et que si je m'éternisais à Sainte-Hélène, eh ben, il y avait aussi la saison des cyclones en mai, qui commence en mai, qui me jouait des tours. Et donc, ça prend un certain temps passer l'équateur depuis Sainte-Hélène. Et après, ça en prend un autre certain temps arriver aux Açores. Et donc, si je voulais éviter de me mettre sur la route d'une tempête tropicale, eh ben, fallait pas que je traîne, en fait. C'était surtout ça. Et sachant qu'une fois arrivé aux Açores, la saison pour retraverser vers la France, c'est essentiellement de mois de juillet, pour où est-ce qu'il y a le moins d'activité de dépression, parce que si on prend le temps de regarder la météo sur une semaine de ce qui se passe dans ces environs-là, ben, t'as tout le temps une dépression, en fait. T'as tous les 3 jours, t'as une dépression qui passe, et en fait, tu choisis la moins pire. Voilà, grosso modo. Je vois. Tu découvres quoi la vie insulaire? Alors, bon, tu avais vécu en Nouvelle-Calédonie, mais bon, on parle pas quand même de la même taille d'île entre la Nouvelle-Calédonie et Sainte-Hélène ou les Açores. Alors, je te pose la question, je pense que je connais la réponse parce que tu en parles pas mal dans ton film, mais si tu devais partager un petit peu le type de rencontres que tu as fait sur place, l'accueil qui est réservé aux gens qui voyagent comme toi en voilier, tu le raconterais comment, les gens que tu retrouves là-bas? Et ben, ça m'a rappelé la chaleur des Polynésiens, en fait. L'accueil des Polynésiens en Marquise. C'est franchement, là-bas, il faut savoir que le forfait téléphonique coûte très cher. Donc les gens, ils sont pas forcément sur leur téléphone, ils sont dans la rue, en fait, ils se parlent, les gens sont assis, ils boivent le café, ils sont sur des bancs, t'as vraiment une activité... Ouais, les gens sont là, ils te disent bonjour, ils te prennent pas non plus comme un porte-monnaie, parce qu'ils savent à Sainte-Hélène que si t'arrives, c'est que t'as passé un certain nombre de jours en mer, et que tu vas repartir, et que tu vas repasser un certain nombre de jours en mer. Donc il y a une certaine entraide aussi, et ça, c'est assez beau à voir. Moi, j'y étais passée un peu après tout le monde. Tout le monde avait beaucoup plus d'avance que moi, tous ceux qui faisaient la transat. Moi, j'étais une des dernières à partir d'Afrique du Sud. Et donc cet accueil était assez intéressant. Et même une fois, je pars pour faire une rando et je me dis, bon, bah tiens, allez, je redescends par la route. J'en ai pour quelques kilomètres à redescendre, ça prend du temps et tout, c'est pas grave. Je commence à marcher sur la route, il commence à pleuvoir, je me baisse pour sortir mon imperméable. Au moment que je me relève, il y a une voiture qui s'arrête, qui me dit « Hey, est-ce que tu veux qu'on t'avance ?» et tout. Je dis « Bah, allez, carrément, bien sûr !» Et là, donc, ils me prennent à bord de leur voiture. Et au début, ils devaient m'emporter à un croisement. Et finalement, il me dit « Ah, mais tu vas jusqu'à Jamestown. Ah, mais si tu veux, j'y vais plus tard dans la journée pour faire telle ou telle bricole. Mais viens, tu peux boire le café à la maison, comme ça. » Je me fais « Allez, ok. » Donc, ils m'ont invité chez eux. On a bu le café et tout. Leur parler un peu tout ça. J'en suis repartie. Il m'a emporté à Jamestown plus tôt que prévu, alors qu'il devait m'y amener plus tard. Ils m'ont filé de la nourriture, ils m'ont filé des légumes, parce que en fait, à Jamestown, t'as le bateau de réapprovisionnement qui passe une fois par semaine. Donc, il me semble qu'il y avait 1 ou 2 magasins dans l'île où est-ce que tu peux prendre des fruits et des légumes. Tout le reste, j'avais pris en Afrique du Sud. Mais moi, j'ai la contrainte que parce que je n'ai pas de frigo à bord, je dois prendre des légumes qui n'ont pas été réfrigérés avant, sinon ils ne tiennent pas du tout longtemps dans les tropiques, ça tient 3 jours et ça moisit. Et donc, je pense que j'ai pu me réapprovisionner avec 3 patates, un concombre, 2-3 chayotes, et puis voilà, donc ils m'ont donné 2-3 chayotes de plus, c'était le bienvenu, quoi. Et donc, c'est des rencontres comme ça qui sont incroyables, où après, tu vas dans des petits pubs où est-ce que tu as tous les drapeaux de tous les navigateurs qui sont passés. Et après, il y avait un autre gars en solitaire qui était passé, et franchement, je lui lève mon chapeau, parce que lui, il avait traversé dans un bateau encore un peu plus petit, avec uniquement il savait pas naviguer, en fait. Il a acheté son bateau, il a fait 2-3 ronds, il s'est dit, allez, hop, vers Sainte-Hélène. Et il a traversé avec des petits pilotes automatiques de bar, mais c'est des petits pilotes automatiques, moi j'en avais 2 à bord, ils ont tous les 2 cassé. Et lui, il met toute sa vie dans les mains de ces petits pilotes auto. Et donc, non, c'était très intéressant d'échanger, de comparer un peu nos expériences et tout. Donc, tu fais toujours des belles rencontres dans ces îles-là. Trop bien. Est-ce qu'il y a un moment en particulier, alors, question peut-être un peu compliquée parce que tu as passé beaucoup de temps en mer, mais est-ce qu'il y a un moment où, tu vois, un moment dans la journée ou une journée en particulier, quelque chose que tu as pu voir, une réflexion que tu as eue qui t'a vraiment marqué, qui résumerait un peu cette expérience de la vie en solitaire sur Esquimau?
C'est une bonne question parce qu'il y a vraiment beaucoup de réflexions qui nous passent en tête quand on est tout seul. Qu'on est tous plus forts que ce qu'on pense en fait. On peut penser que notre limite elle est quelque part, mais en fait elle est beaucoup plus loin. Puis j'ai dit un truc similaire un peu en début d'interview, mais en fait c'est tellement vrai. On pense qu'on n'est pas capable, mais au final on se rend compte qu'on est capable et on fait des choses. Si on met juste un petit pas l'un devant l'autre et qu'on grignote en bateau par exemple, qu'on grignote des milles jour après jour, et au bout d'un certain nombre de jours, on a remonté l'Atlantique en fait et on s'y attendait pas. Et ça prend parfois beaucoup plus de temps que ce qu'on a prévu, mais ouais, on a une certaine résilience et comme réflexion, moi je me suis fait en sorte, j'ai eu la réflexion que j'ai tendance à beaucoup anticiper, analyser des situations, mais que si je suis dans une situation qui me demande d'être totalement présente parce qu'il y a un danger ou qu'il faut agir, je switch totalement de mode et je viens focus sur le truc et j'ai découvert que j'avais beaucoup plus de sang-froid que ce que je pensais. Ok. Et qui va avec le fait qu'on est tous plus forts que ce qu'on est en fait. Il faut juste être dans des situations qui nous challengent un petit peu et on découvre des épluchures de soi-même dont on n'avait pas conscience. Excellent. Oh là là, j'aimerais te dire que ça donne presque envie de se prendre un petit bateau et d'aller se frotter à la vie en solitaire au large, mais bon, pas encore tout à fait pour moi. J'avais une dernière petite question, alors là un peu plus logistique, c'est que entre Sainte-Hélène et les Açores, il y a le Cap-Vert. Ouais. Là, c'était un choix aussi pour maximiser la période en solitaire, de pas s'y arrêter. On aurait pu le croire. Non, cette partie, elle était un peu compliquée. Un peu compliquée dans le sens que je pensais que j'allais mettre 30 jours entre Sainte-Hélène et les Açores et finalement, j'en ai mis 48. Donc, mes calculs n'étaient pas du tout bons. Ce qui est inclus dans ces calculs-là qui est pas du tout bon, c'est en termes de nourriture aussi et en termes d'eau. Moi, je voulais aller aux Açores absolument parce que j'avais le timing aussi de ma grand-mère, j'avais le timing de vouloir avoir le temps de profiter un peu aux Açores aussi avant de repartir direct. Il y a aussi le fait que quand tu pars en traversée, je l'ai glissé un mot tout à l'heure, moi j'ai le mal de mer et ça me prend toujours un petit temps avant de m'amariner et que je savais que si je m'arrêtais au Cap-Vert, t'as tout le temps d'arriver, t'as le temps de repartir, il faut te remettre dans le dent alors que quand t'es dedans en fait. Mhm. Et pour moi ça me paraissait plus simple. Mais par rapport à cette question de vivre et d'eau, j'ai quand même dû calculer en passant pas loin du Cap-Vert et pas loin, c'était relatif parce qu'en fait, il aurait fallu que j'y remonte en tirant des bords de près. Et dans cette zone-là, il y a une sorte de courant aussi qui est contre toi, qui vient du nord-est, qui joue pas en ma faveur. Donc finalement, il n'y avait pas une très grande différence de jour entre arriver au Cap-Vert et les Açores. Ok. Et surtout que pour l'eau, j'ai dû calculer est-ce que j'avais assez d'eau. Moi, j'avais des problèmes de rouille dans mes cuves, donc je pouvais pas boire en soi l'eau des cuves. J'avais que des bidons d'eau par dizaines et par dizaines pour être sûr d'avoir assez d'eau. Je récupérais un peu d'eau de pluie. J'ai dû me fabriquer un filtre, tester un filtre pour voir si je pouvais filtrer la rouille, si l'eau était buvable après. Donc j'ai plié un t-shirt en 10, en 20 pour faire passer l'eau au travers pour voir si elle ressortait transparente. Le test était bon, donc je me suis dit, c'est bon, si j'ai plus d'eau, je peux boire l'eau des cuves. Et après, c'était par rapport au stock des nourritures. J'ai dû calculer, ok, est-ce que j'ai assez ? Les œufs, après, j'étais très méthodique dans ma manière de manger pour être sûre d'avoir un peu de tout. Le seul truc que j'avais tous les jours, c'était un carré de chocolat. J'allais dire. Je me rappelle surtout que le chocolat, la gestion du chocolat était particulièrement pointilleuse. Ah ouais, non, mais ça, c'était de l'art. Après, pour tout ce qui était conserve, j'avais des légumes, j'en avais plus depuis très longtemps, hein. Même avant d'arriver à l'équateur, j'avais un bout de concombre que je coupais en morceaux pour avoir un petit morceau de concombre tous les jours. Sinon, j'avais des conserves, donc une journée sur deux, j'avais une conserve de légumes. Une journée sur deux, j'avais une conserve de légumineuses. Des œufs, c'était 1 à tous les 2 jours. J'essayais de faire en sorte de les retourner aussi régulièrement pour pas qu'ils moisissent. Donc, c'était une certaine gestion. Et voilà, je fais mon calcul avant d'arriver, en passant pas loin du Cap-Vert. Je me dis, ok, est-ce que je peux continuer ? Il va falloir serrer un peu la ceinture, mais je peux continuer, quoi. J'ai plus de frais, mais bon, allez, c'est pas grave, ça va le faire, quoi. Mhm. Et je me suis dit, vas-y, t'es dans le bain, t'es dedans, tire jusqu'aux Açores, quoi. Ça va le faire. L'arrivée en France, les retrouvailles avec ta famille et en particulier ta grand-mère, est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, mais je pense qu'en retrouvailles en famille, je pense que c'est important que je mentionne l'arrivée aux Açores. Parce que je pense que j'en parle pas dans le film. Mais en fait, quand je suis arrivée aux Açores,
ma mère elle m'avait envoyé des messages sur mon téléphone satellite quelques jours avant me disant je vais essayer d'être là en fait. Mais il y avait rien de sûr. Et en fait, quand je suis arrivée aux Açores, j'avais plus de moteur, il y avait du vent et tout, donc j'ai des amis que j'avais rencontrés en Afrique du Sud qui étaient aux Açores, qui sont arrivés pour m'aider à faire les derniers bords, pour ensuite rentrer dans la marina à la voile, parce que le prix demandé par la marina pour me remorquer était désillusoire. En plus, qu'on était un samedi, il me faisait x3, donc c'était pas question de payer ce prix-là pour me faire remorquer. Et il y avait un avion qui était passé 2 fois au-dessus de ma tête. Je me dis ok, tu vois. Et j'arrive, on amarre le bateau à quai et on est en train de plier les voiles avec les copains. Et là, j'entends ma mère qui me dit coucou ma fille. Et là, je me retourne et il y avait ma mère qui était là. Ma mère était au Canada la veille, quoi, en fait. Donc c'était assez incroyable. Et en fait, son avion, il avait pas pu atterrir au premier coup. Donc ils étaient passés 2 fois au-dessus de moi alors que j'étais en train de naviguer en arrivant aux Açores. C'est quand même une arrivée assez incroyable. Et après l'arrivée en Bretagne, c'est fort en émotion parce que déjà je suis arrivée à Roscoff, première arrivée, et c'était une arrivée, c'était pas là où est-ce qu'il y avait ma grand-mère, elle était un peu plus loin, à Les Ardrieux, mais cette arrivée à Roscoff, c'était aussi sans moteur. J'ai une malédiction, j'essaye de la soigner, mais c'est un peu compliqué. Là pour le coup je me suis fait remorquer, mais c'était gratuit en France. Mais là, c'était avec des amis qu'on avait croisés, qu'on était en voyage autour du monde avec mes parents. Donc, c'était des super retrouvailles aussi de retrouver ces gens-là. C'était chaleureux comme accueil de voir ces gens-là. Et après, j'ai attendu la fenêtre météo la plus proche que je pouvais pour filer vers les Ardrieux pour aller voir ma grand-mère. Et ça faisait quelque chose de passer devant ces baies, devant ces bateaux, là où est-ce que j'ai pris des cours de voile, que j'avais navigué avec des petits catamarans, avec des optimistes, avec ma planche à voile. Et là, calculer courant avec mon bateau pour y aller à la marina avec mon bateau, amarrer là où est-ce que j'avais pris des parts de régate avec mon oncle. Donc, c'était incroyable. Et là, j'amarre le bateau et je vais dans le centre-ville. Et là, je vois mon oncle, ma tante qui arrive et ma grand-mère dans sa petite chaise roulante et tout. Et là, c'est bon. Là, je sais que tous les efforts, toutes les galères, ça en valait la peine. Magnifique. Elle t'a dit quoi, ta grand-mère, si tu es OK pour le partager? Je pense qu'elle m'a pas dit grand-chose. Elle était juste émue, en fait. Et moi, quand je l'ai vue, je me suis dit, j'espère que mon grand-père, il voit ça de là-haut, en fait. Parce que, j'étais contente de leur avoir fait vivre ça. Et avec le téléphone satellite, ce qui était bien, c'est que pendant ma traversée, je pouvais l'appeler, en fait, de temps en temps, et pour lui donner des nouvelles. Donc, elle se rendait compte de ce que c'était, quoi. Et elle pouvait suivre sur la carte jusqu'où j'étais rendue. Et pour elle, elle a toujours aimé. Donc, c'était le plus beau cadeau que je pouvais lui faire pour ces derniers mois de vie, quoi. C'était formidable. La suite des aventures, du coup, Claire, aujourd'hui, alors si j'ai bien compris, j'ai regardé un peu sur les réseaux, Esquimau, tu l'as toujours. Ouais. C'est toujours ton bateau. Oui. Malgré les offres de vente que j'ai eues, c'est toujours mon bateau. Ouais. J'ai cru comprendre aussi que tu étais pas mal dans une période montagne. J'ai vu que sur ton profil, tu te présentes comme, attends, que je dise pas de bêtises, thalassophile et orifile, c'est ça? Exactement, ouais. Amoureuse de la mer et de la montagne. Est-ce qu'il y a déjà des projets sur lesquels tu travailles, de nouvelles aventures, nouveaux départs au loin, au large, en solitaire? Il y a des envies. Il n'y a pas de projet concret. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'à être aussi loin, du coup, si on met en bout à bout le voyage en bateau avec mes parents, avec l'autre bateau et avec mon bateau, j'ai fait un tour du monde à la voile. Ça demande d'être très loin, c'est des aventures qui prennent du temps, qui me demandent d'être loin des siens. Et qu'en fait, on se rend compte que on peut faire des aventures sans aller aussi loin. Et que ça fait quelques années que je sillonne la Méditerranée avec mon bateau, avec les amis, avec mon compagnon, et qu'il y a beaucoup à faire en fait ici. Et que c'est marrant, mais après la traversée au large, moi j'ai appris à naviguer, à faire de la navigation côtière, ce qui est beaucoup plus compliqué en tant que capitaine, parce que je l'ai fait avec l'autre bateau, mais en tant que capitaine c'est autre chose. Il y a je trouve ça beaucoup plus dur en fait, tous les jours de naviguer plutôt que de partir 10 jours naviguer d'affilée. Il y a beaucoup plus de choses à gérer. Donc en projet, il y aurait des envies d'aller en Norvège avec le bateau, de faire un peu l'Écosse, l'Angleterre, tout ça. Pourquoi pas faire du solitaire? Oui, j'aimerais ça. Peut-être pas tout de suite parce que pour le moment, j'ai besoin d'être un peu plus proche, quoi. Et que j'ai pas forcément envie non plus de faire des traversées pour ensuite laisser le bateau, prendre l'avion pour revenir en montagne et tout ça.
pour le moment, je trouve mon équilibre à être une partie de l'année en montagne parce que j'adore et que j'ai un côté de moi qui est montagnarde. Faire du ski, ça me fait vibrer. Faire du parapente, faire de la rando. Je bosse en refuge les étés pour faire la caisse de bord. Donc voilà, je me vois pas faire des traversées pour le moment. Allier traversée et vie en montagne pour le moment, c'est pas compatible pour moi parce que je veux pas trop prendre l'avion. Donc pour le moment, la Grèce, ça me va très bien. La Norvège prochainement et après ouais, pourquoi pas un grand tour de l'Atlantique mais en passant aussi par le Groenland, l'Islande, les îles Faroé, tout ça ça germe tranquillement. Mais tranquillement. On va voir les envies futures mais oui, un jour refaire du solitaire ça fait trop plaisir quoi. Trop bien. Bah écoute, hâte de suivre ça et de voir le prochain film que tu vas en faire du coup. Bah avant le prochain film, il y aura un livre qui va sortir prochainement. Ah, excellent. Ouais. J'ai pas encore de date, mais je suis en train de finir la mise en page. Trop bien. Du coup, en auto-édition ou t'as une maison? Non, j'ai essayé par des maisons d'édition, mais ça a pas porté ses fruits. Du coup, bah, autant faire les choses par soi-même. Donc, je vais faire une auto-édition. Voilà. Génial. Trop bien. Eh ben, écoute, je regarderai ça. Je vais suivre tout ça. Merci énormément Claire pour cet échange. C'était franchement passionnant, une vraie invitation au voyage et surtout à oser se lancer, quelle que soit l'aventure. Exactement. Est-ce que toi, il y a un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais faire passer, même si on a échangé sur beaucoup de sujets, mais un point en particulier que tu voudrais souligner? Qu'il faut se lancer en fait. Faut pas attendre d'être prêt, faut pas attendre d'avoir toutes les réponses. Si on a une petite graine d'aventure qui veut que germer, faut juste l'arroser, puis elle va germer et ça va le faire, quoi. Tout simplement. Très belle image. Merci énormément Claire. Bon vent pour la suite. Merci à toi, c'était un grand plaisir cette conversation. Merci Claire. Merci.